Bonjour tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans un point lecture parce que j'ai pas mal de livres à vous présenter. Je crois que je n'ai pas fait ça depuis le mois d'août, septembre, j'avoue que là je m'en souviens plus. En tout cas, on commence tout de suite avec Summertime de Fleur Anna et Jacinthe Canet, c'est le tome 1, c'est de l'auto-édition, ou plutôt c'est de la réédition, puisque ce tome là vient de reparaître, je ne sais plus quand. Je ne sais plus, l'autre je l'ai également. Hop, c'était celui-ci, donc là on a vraiment les deux mêmes. Je me suis lancée dans la lecture de celui-ci fin de l'été je crois. En tout cas on retrouve Sixtine et Louane qui n'ont absolument rien à voir, rien en commun. L'une est parisienne, l'autre sert dans un bar à Perpignan. Un événement va se produire, ça va les rapprocher, ça va les lier et elles vont décider de partir en road trip sous le thème du cap ou pas cap. Bon, vous l'aurez compris, déjà avec la couverture on est carrément dans une lecture estivale et c'était vraiment hyper savoureux. J'avais l'impression d'être dans un road trip à la Thelma et Louise. Ça m'a également rappelé le film Jeu d'enfant avec Marion Cotillard et Guillaume Canet, puisqu'il y avait justement ce jeu de cap ou pas cap, se lancer des défis. Moi personnellement j'adore ça. Les défis étaient des petits challenges que se lançaient Lou, Anne et Sixtine. C'était vraiment pour se découvrir, se dépasser, mais surtout beaucoup s'amuser. On se rend très vite compte que les deux jeunes femmes sont inséparables, même si elles se connaissent finalement très peu. On voit leur amitié comme ça qui évolue au fur et à mesure de notre lecture, et surtout ce sont deux personnes qui cherchent absolument à fuir leur quotidien qui est quand même ultra pesant. Il y en a une qui vient des beaux quartiers parisiens et donc il y a tout... Elle a toute une famille derrière elle qui est absente une partie du livre mais que l'on sent également très présente. Voilà, il y a une petite ambivalence. Et l'autre personnage vit dans des quartiers moins favorisés, donc également sa vie est difficile. C'est un feel good, on est vraiment dans un roman de voyage puisqu'on passe, par Paris, on passe par le sud de la France, on passe en Espagne. Voilà, je me suis vraiment sentie voyager avec tous les personnages. La fin est clairement inattendue et je ne veux pas vous spoiler. En tout cas la suite est normalement, je dis bien normalement, prévue pour... bah non en fait non, je suis en train de vous dire une bêtise parce qu'il y avait marqué automne 2020 dans le livre, mais je crois que Fleur a dit que c'est un petit peu compliqué. Bref, non en fait là je suis en train de vous raconter des bêtises. Ne tenez pas compte de cette partie là. Normalement il y a une fin que j'ai également, enfin une fin, non, une suite. C'est pas une fin du tout. Donc la suite... c'était le tome 2 que j'avais, Hazy Shades of Winter de Jacinthe Nitouche et Fleur Anna, donc c'était publié chez EDB. Clairement je ne sais pas quand la suite va sortir. Bon, on va tout de suite parler d'un livre qui fâche, qui est paru il n'y a pas très longtemps. Il s'agit de celui-ci, donc c'est Le Pacte de la sorcière. Ça fait partie de la collection Disney Chills. C'est publié aux éditions Hachette et c'est de Vera Strange. On va y suivre Shelly qui a 11 ans et qui nous est présentée comme étant une pré-ado, une ado qui est très sensible à l'écologie. Mais Shelly, eh bien, elle, ce qu'elle veut également, c'est d'être populaire dans son collège. Lors d'une sortie dans l'aquarium de ses parents, les nanas populaires du lycée vont demander à Shelly de jeter son gobelet et sa paille en plastique dans l'océan. Après grande réflexion, Shelly va se plier à leur volonté et donc jeter son gobelet et sa paille. Elle va alors être emportée par une vague et quand elle va revenir sur la plage, eh bien Shelly va avoir un coquillage avec elle et ce coquillage a des petits pouvoirs magiques puisqu'il va lui permettre de rencontrer Ursula, la grande, l'immense, la gigantesque sorcière des mers. Cette dernière va lui proposer un pacte qui va changer sa vie à tout jamais. Déjà, si on parle des points positifs, on est d'accord que la couverture, elle est juste sublime. Elle a été réalisée par David Gilson, qui est également l'illustrateur de la série Au Pays des Contes et la série de livres sur l'univers et la vie de Marie-Claude Pietragala. C'est un illustrateur qui a travaillé pour les studios Disney. En fait, je rigole que j'ai le soleil qui m'arrive dessus. Le matin en fait pour filmer il fait trop sombre et l'après-midi là il y a du soleil et ça me... Voilà, ça me fait une tache, mais bon, c'est pas très grave. Bref, en tout cas, dans ce livre, ce que j'ai aimé également, c'est qu'il y avait un message écologique qui était intéressant. Pas assez mis en avant à mon avis, mais
très intéressant. J'avoue que j'ai ressenti de la pitié pour Shelly parce que je me suis dit qu'elle était obligée de faire des choses qui allaient contre sa volonté pour se faire apprécier des autres et pour se faire entre guillemets reconnaître. En plus à certains moments dans le récit elle prend la place, enfin elle prend une place qui n'est pas la sienne, elle prend la place de maman par rapport à son petit frère. Comment elle agit avec lui, c'est elle qui le gère, qui lui donne un moment, je crois qu'elle lui sert un repas. Ça m'a dérangée parce que la mère était finalement extrêmement peu présente et on était dans un schéma de famille dysfonctionnel. Maintenant concernant les points négatifs, alors déjà j'ai trouvé qu'Ursula était finalement peu présente alors qu'elle est clairement sur la couverture mais on la voit pas tellement dans le récit. J'aurais aimé qu'elle soit, voilà, que son personnage soit plus présent, qu'on entende plus parler d'elle. Là on entend en effet son rire mais elle manque clairement à l'histoire. En revanche ce qui m'a vraiment dérangée, et là pour moi c'est en fait rédhibitoire sur ce genre d'ouvrage, c'est le langage qui est employé. C'est... Alors, c'est pas parce que les personnages sont des ados, des pré-ados qu'on est obligé d'employer des choses qui sont complètement caricaturales, et c'était bourré de caricatures. Quand je vois des dialogues comme celui-ci où il y a marqué hashtag victoire, hashtag championne régionale, mais en fait, mais qui parle comme ça ? Qui parle comme ça? Surtout qu'après, la page suivante, il y a marqué je vais lui montrer à cette pain bêche. Mais qui à 11 ans parle comme ça? Voilà, et moi c'est vraiment ça qui m'a perturbée et qui m'a totalement refroidie dans ma lecture. Je vous avoue que j'ai vraiment eu du mal à terminer ce livre. Je l'ai terminé tout simplement parce qu'il se lit ultra vite. C'est du jeunesse, c'est écrit gros et très aéré, il y a une centaine de pages je crois. Non, il y en a 200, mais ça se lit vraiment super vite, et heureusement parce que sinon ça aurait été un abandon. Et ce qui me fait dire que à côté de moi j'ai oui, parce que bon, je vous avais présenté en book haul la suite. Je me suis pas encore plongée dedans, je sais pas si ça va être pareil ou pas. Ça fait à peu près, ça fait également 200 pages. Je redoute un petit peu de cette suite. Maintenant je pense que je vais la lire relativement vite pour savoir si toute la série est comme ça. Et si toute la série est comme ça, parce que c'est avec la même autrice. Oui voilà, c'est la même autrice. Clairement je ne continuerai pas la suite. Parce que ça n'est pas pour moi, ça n'est pas ça ne fait pas partie des lectures qui m'attirent vraiment. J'en suis totalement désolée, mais c'est vrai qu'en jeunesse j'aime autre chose que ça. Après je pense que ça plaira à des ados, à des pré-ados, mais ça n'est pas pour moi. Je ne suis pas le public visé. Non, c'est pas mieux, il n'y a vraiment aucune position idéale. C'est pas très grave. J'ai également lu 7 mensonges d'Elisabeth Kay. C'est publié aux éditions Robert Laffont dans leur collection La Bête Noire. Alors qu'on se le dise tout de suite, j'ai craqué pour l'objet livre que j'ai trouvé absolument magnifique. Il y a un travail éditorial qui a été fait qui est, je trouve, fantastique. Ça y est, j'ai trouvé comment lutter contre le soleil. Marnie et Jen sont amies depuis l'enfance. Désormais, elles sont adultes et elles continuent de partager leur quotidien. Tout va bien jusqu'à un certain jour où Jen prononce un petit mensonge. Et à partir de ce jour, eh bien, Jen va continuer à prononcer des mensonges qui sont de plus en plus importants et de plus en plus graves. C'est ce qu'on retrouve ici. Donc avec mensonges 1, 2, 3, etc. Et en tout, vous l'aurez deviné, il y en a 7. Ça faisait extrêmement longtemps que je n'avais pas lu un thriller. Et là c'est un thriller très psychologique dans lequel il ne se passe pas grand chose, même si les pages défilent relativement rapidement. On est clairement plongé au cœur d'une amitié extrêmement
toxique, mais en même temps j'ai trouvé que le récit n'était pas assez fouillé. Pour moi il manque de profondeur, même si c'est vrai que plus on avance dans la lecture et plus on arrive dans un roman qui est très noir. Je pense que c'est voulu par l'auteur. J'ai été extrêmement mal à l'aise devant cette relation amicale qui est vraiment très particulière. Voilà, moi personnellement des amis comme ça je n'en veux pas, hein, clairement. Et un autre point qui est également à noter, c'est que j'ai détesté tous les personnages. Il y a énormément de thématiques qui sont abordées et que des thématiques hyper positives, hyper réjouissantes, hein, comme le deuil, la maladie, l'absence, toutes ces petites joyeusetés. La narration se fait du point de vue de Jen et Jen s'adresse à quelqu'un et on ne sait pas qui est cet interlocuteur ou cette interlocutrice. Le mystère est gardé jusqu'à la fin et j'ai trouvé que c'était vraiment le point positif du livre. Après, pour tout vous avouer, la fin est prévisible. Il n'y a pas de grande révélation de dingue malade. Voilà, donc c'était une lecture que j'ai trouvée agréable. Maintenant, je ne vais pas la garder en mémoire. En revanche, il y a une lecture jeunesse que j'ai littéralement adoré. Si vous avez vu mes vlogs, peut-être vous savez de laquelle je parle. Il s'agit de Terreur à Smoke Hollow de Catherine Ardenne, publié aux éditions PKJ. Et autant vous dire que cette fois-ci, on a frôlé clairement le coup de cœur. Olivia, également surnommée Oli dans le livre, est une adolescente qui est absolument passionnée de littérature. Au collège, elle est seule, on va pas dire le contraire, et à un moment quand elle part se promener dans la forêt pour s'aérer la tête, elle va tomber sur une femme qui est très bizarre. Et cette femme, que veut-elle faire? Elle veut jeter un livre dans la rivière. Mais c'est impensable pour Olivia de jeter un ouvrage dans l'eau. Vous le comprenez ça. Donc elle va tout simplement lui voler le livre et commencer à le lire. Et elle va être assez obsédée par cette histoire. On y parle d'une ferme, d'une famille, de disparition, etc. Et le lendemain, au collège, elle apprend qu'elle va, avec sa classe, aller visiter une ferme. Et bizarrement, il y a un petit lien qui va se créer. Je ne veux pas vous en dire plus pour ne pas vous spoiler le livre, mais des choses très particulières vont se passer. Dans ce livre, j'ai trouvé que vraiment on basculait de plus en plus dans un univers onirique, on ne savait plus où était la réalité, le rêve. Je me suis même demandé à un moment comment les personnages allaient s'en sortir. Cette fois-ci, j'ai adoré le personnage d'Olivia que j'ai trouvé hyper naturel, hyper attachante et hyper mature. Clairement, Olivia, c'est pas franchement le genre d'adolescente qu'on a envie d'avoir comme amie. Elle est plutôt renfermée et très rentre dedans avec les autres ados de son âge. Donc c'est pour ça qu'elle est toute seule. Elle a vécu un événement absolument dramatique et je l'ai trouvée extrêmement forte. Mais vraiment. Et ce qui est hyper agréable, c'est qu'en plus on la voit évoluer au fur et à mesure des pages. Et le langage employé est tellement agréable à lire. On n'est pas du tout dans le cliché, pas du tout dans la caricature cette fois-ci. Je me l'étais gardée pour Halloween et clairement j'ai bien fait. J'ai bien fait parce que c'est une lecture spooky. C'est une lecture assez terrifiante, assez effrayante. Elle est destinée, il y a marqué à partir de 10 ans. Je pense que en effet, à partir de 10 ans, on peut vraiment avoir des frissons. J'ai même été étonnée qu'elle soit aussi angoissante, mais après tant mieux. Je pense que les amateurs et amatrices de frissons pourraient vraiment y trouver leur compte. Par contre, si vous avez peur des épouvantails, clairement il faut passer votre chemin. J'ai apprécié également que le mystère reste entier jusqu'à la fin. Je ne m'attendais absolument pas au dénouement final et je n'ai pas été déçue. Je ne sais pas si c'est une duologie, une trilogie, une saga, je n'en sais absolument rien. En tout cas, ça n'est pas un one shot puisqu'il existe déjà le tome 2 qui est paru en anglais et qui s'appelle Dead Voices. On y retrouvera les 3 personnages principaux, les 3 adolescents principaux de ce livre dans un chalet à la montagne, donc l'ambiance sera extrêmement hivernale et ce chalet sera coupé du monde. Je crois que j'ai compris que c'était une histoire un petit peu dans le genre. On termine ce point lecture par une série de mangas. Ça faisait extrêmement longtemps que je ne vous en avais pas présenté.
Pour tout vous dire, je n'ai pas eu d'aussi bonne lecture en manga depuis Promise Neverland. Il s'agit de Shadows Houses de Somato, c'est publié aux éditions Glénat. Les mangas ne sont pas hyper longs. Mais alors, l'histoire est tellement bien. On fait la découverte de la famille des Shadows. Et les Shadows, ce sont eux. Ce sont des personnes qui n'ont pas de visage. Ils ont donc à leur service des poupées vivantes qui sont censées retranscrire leurs émotions. Les Shadows et les poupées vivent tous dans un très grand manoir et il y a beaucoup de mystères autour. Dans le premier tome, on va faire la connaissance de Kate, donc Kate qui est une Shadow, et de sa poupée vivante Emiliko qui est tout feu tout flamme. Vraiment, ça part dans tous les sens, mais elle est ultra attachante. Les dessins sont juste sublimissimes, ils ont un petit côté gothique qui est super agréable à regarder. Il y a toute une histoire autour de la suie puisque les Shadows produisent de la suie et les poupées vivantes passent tout simplement leur journée à nettoyer la suie de leur maître, de leur patron, de leur maître je crois. Je ne sais plus. Bon, on va dire que ce sont des maîtres. Voilà, en tout cas les Shadows ce sont des nobles. Au fur et à mesure des tomes, on découvre de plus en plus de personnages. Le mystère s'épaissit. J'avoue que je me pose mais 1 milliard de questions et je suis tellement pressée de connaître la suite. Vous l'aurez compris, si vous cherchez une nouvelle série de mangas à découvrir, je vous la conseille très vivement. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve comme d'habitude dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche et également de mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Je vous remercie par avance, je vous fais plein de bisous et à très vite. Salut!